Salut, Salut, comment vas-tu? bien, Ça fait longtemps. c'est la fin de l'été. Enfin, pas Oui. tout à fait. Et donc, t'as fait quelques escapades cet été? Oui, j'ai eu de la chance. Tu sais que j'aime beaucoup la montagne Oui. et, et maintenant que mon fils aîné est un peu plus grand, il peut m'accompagner dans mes aventures d'altitude. Donc j'ai fait le Mont Blanc Ah, début juillet. ok. Par la voie des Trois Monts, c'est-à-dire qu'on monte au téléphérique de l'Aiguille du Midi, on couche à un refuge qui s'appelle le joli refuge des Cosmiques à 3600 Oui. mètres, et puis le lendemain on traverse les Trois Monts, c'est-à-dire le Mont Maudit à 4002, le Mont Blanc du Tacu à 4002, le Mont Maudit à 4004, et ensuite le Mont Blanc à 4008. Et puis j'ai Ok. fait la traversée en redescendant de l'autre côté par l'arête des Bosses, c'est-à-dire la voie normale, euh, la plus connue, la plus fréquentée, qui redescend de l'autre côté en direction de Saint-Gervais, pour ceux qui connaissent, Ok. vers le refuge de Goûter. Et en fait, j'avais fait le Mont Blanc il y a 28 ans, ouais, c'est ça, quasiment. Et j'avais fait avec un cousin. Et les derniers 200-300 mètres du Mont Blanc, enfin, j'avais le souvenir que c'était très fatigant. Oui. Parce que tu es à 4500 mètres, tu as encore 300 mètres à monter, et Mhm. à 4500 mètres, tu n'as plus que 55% d'oxygène par rapport au niveau de la mer. Ok. Donc c'est vraiment, on commence à sentir les effets de l'altitude. Et puis surtout, tu as passé déjà auparavant près de 4 heures à plus de 4000 mètres, et tu as encore à la descente euh, au moins 2 à 3 heures à plus de 4000 mètres. Donc en fait, la Ah oui. journée dure 12 heures environ, jusqu'à de montée, enfin, l'ascension le matin jusqu'à la descente, et dont 7 heures quasiment passées à plus de 4000 mètres. Donc c'est très fatigant. Et ces 301 mètres, je me souviens, c'était épouvantable. Tous les 50 pas, je me jetais dans la neige, j'étais épuisé, hors d'haleine Donc à l'époque. à l'époque. Et j'avais Oui. prévenu mon fils, qui a 14 ans, et je lui disais, fais attention, le Mont Blanc, techniquement, c'est pas très difficile. Il faut mettre un pied devant l'autre, il y a une bonne trace dans la neige, avec des crampons, une corde, bien sûr, des piolets, parce qu'il y a un endroit qui est assez raide. Mais sinon, c'est pas très difficile, sauf la fin. Physiquement, c'est vraiment très difficile. Et alors, il avait rigolé en me disant, ouais, moi je fais 22, 23 heures de sport par semaine, j'ai 14 Mhm. ans, tu vas voir ce que tu vas voir. Et ça n'a pas manqué. À passer le col de la Brenva, qui est le dernier col à 4500 mètres avant le Mont Blanc, le dernier sommet. Eh bien, tous les 50 pas, je sentais la corde, c'est moi qui étais en Mhm. tête, je sentais la corde qui se tendait, je me retournais, puis je voyais mon fils affaler dans la neige, en train de gémir, oh, jamais y arriver, c'est Et pour toi, horrible. c'était pareil, la difficulté, c'est semblable pour toi? Et alors pour moi, pas du tout. Ah bon? Je fais quasiment pas de sport. On est parti de Lille et monté au Mont Blanc en 48 heures, quoi. Enfin, tu vois, Oui. c'est aucun Sans entraînement, aucune acclimatation. acclimatation. Et j'ai pas eu de... Bon, tu marches plus lentement, évidemment, hein, c'est un peu plus Oui. difficile, mais bon, il faisait très froid. Il y avait un vent très vif, Mhm. et il devait ressenti, il devait faire moins 15 degrés, quelque chose comme ça. Donc vraiment, tu as le visage couvert, euh, il y avait une sorte de grésil, il faisait très beau, mais il y avait de la neige soufflée depuis la surface qui te giflait les jambes, enfin qui giflait les jambes, ça, c'était assez pénible. Donc des grains de glace, quoi. Mais sinon, sinon non, ça allait Ok. très bien, merci. Mais en revanche, lui, Et t'as une donc, explication à ça? je crois qu'en fait, c'est parce qu'il ne s'attendait pas à l'effet de l'altitude. C'est la première fois qu'il montait si haut. Enfin, évidemment, dans les Alpes, Oui. c'est difficile de monter plus haut. Ouais. Et donc, il ne s'attendait pas à l'effet de l'altitude sur le corps. Mais c'est vrai que c'est Et un peu comme quand on est anesthésié, hein. Je me souviens très bien quand on était toi et moi au Pakistan.
Donc on était monté à 5000 et quelques, et puis on était redescendu à, je crois, 4000, 4005 ou je sais pas quoi, mais c'était déjà de, la végétation ressemblait au fond d'une vallée. Et je me souviens très bien qu'il y avait un troupeau de chèvres et je m'étais amusé à essayer de les courser. Et mon sprint n'avait pas du tout la même durée à une altitude normale en fait. Toi, t'as vu le mal des montagnes en plus. On a Et moi campé dans... en plus j'avais le mal des montagnes suite à notre excursion à cheval. Je sais pas exactement si le mal de montagne est considéré comme une réaction inflammatoire, mais ce qui est Non, sûr, c'est que comme... Non, tu penses pas? non, Ce qui est certain, c'est que comme en tout cas, le cheval provoque chez moi une inflammation très forte, ça m'avait déjà bien mis KO et juste après, ça s'était déglaré. Ouais. Ouais, ça, c'était particulier. Ouais. Mais oui, on est toujours surpris en fait. On a l'impression que on est sur une autre planète, qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à courir plus loin? On s'y ouais, il faut attend avoir un pas. peu il faut avoir un peu d'habitude en fait. Mhm. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à mon fils. Moi, je m'attendais à ce genre de. Enfin, j'ai fait d'autres sommets comme ça de cette altitude récemment. Enfin, récemment, oui, il y a quelques années, dans les années passées. Donc, je me souviens de ce que ça fait d'être en altitude. Et puis un peu plus tard, ça c'était plutôt au mois d'août, j'ai emmené encore une fois mon fils avec un ami un peu plus âgé. Mhm. Et on a fait une arête de rochers magnifique dans le massif de l'Oisan, à côté de la Meige, entre la Meige et Ok. les Écrins. Et ça m'a d'ailleurs détruit les mains, parce qu'en fait, j'avais pas du tout fait d'escalade avant, et de grimper pendant 4 ou 5 heures sur du granit, Ah oui, sans gants. c'est des irritations. Ouais, Ouais. sans gants, bien sûr, parce que sinon t'as pas la prise, et c'était une voie assez, enfin, c'était pas très difficile, Ok. enfin, c'était quand même d'escalade un peu sérieuse. Et j'avais les mains en feu, quoi, le soir, c'est affreux. Là, Ouais, j'imagine. je suis en train de perdre ma peau, quoi, comme si j'avais eu des ampoules. Enfin, j'ai pas eu d'ampoules, mais comme si toute la peau doit être remplacée, en fait. Et alors, j'ai le bout Ouais. des doigts comme de la paille de fer. Euh, et ça, ça aussi, c'est très agréable. Ce que j'aime tant à chaque fois, mais bon, au Mont Blanc, évidemment, l'impression aérienne est moins importante que lorsqu'on fait une course d'arête. On a vraiment beaucoup de vide. Au Mont Blanc, il n'y a pas vraiment de vide, hein. Et Et là, pour toi, c'était. à 28 ans d'écart, le paysage a beaucoup changé parce qu'à 28 ans, tu avais fait la même voie pour Oui, le Mont Blanc? alors Oui. à peu près. J'étais redescendu par le glacier Ok. des Bossons, enfin par Ok. la Le descente nord. centrale qu'on Ouais. voit depuis Chamonix. Donc, puis il y a un refuge, et puis ensuite on rejoint le téléphérique pour les. Enfin, Mhm. ouais, on avait pris le téléphérique pour les 1000 derniers mètres de descente. Euh, non, de ce côté-là, il n'y a rien, vraiment, franchement, rien qui a changé. Euh, Ce qui a changé beaucoup, c'est le bas de la mer de glace. Alors ça, c'est considérable. J'ai fait, au mois Oui. de février, j'ai descendu la vallée blanche, c'est-à-dire qu'on monte à l'aiguille du Midi, et puis bon, on a fait ça environ 1 heure à ski. On peut faire ça de façon plus longue, enfin, on peut prendre plus son temps, mais là, on était assez rapide. Et le bas de la mer de glace, là, ça a vraiment beaucoup, beaucoup baissé. Mais pendant une autre excursion cet été, avec mes enfants plus jeunes et ma femme, on s'est retrouvés dans un refuge, dans le Mhm. Queyras, le massif du Queyras, dans les Hautes-Alpes. Un très beau massif, très reculé, vraiment avec très, très belle randonnée, très belle montagne. C'est bon, beaucoup moins haut, hein, les sommets sont à 3003, il n'y a pas de glacier. Et dans un refuge, il y avait un livre, un atlas des glaciers disparus, Oui. préfacé par un certain Jean Jouzel. Alors, Jean Jouzel, pour ceux D'accord. qui Mais un connaissent. atlas, enfin, c'était un livre récent ou ancien? Oui, oui, c'est un livre récent, ouais. D'accord. Atlas des glaciers disparus. Et préfacé par Jean Jouzel. Jean Jouzel, c'est le pape français du catastrophisme climatique. D'accord. Donc vraiment, on ne peut pas soupçonner, le gars il donne sa bénédiction à ce livre qui raconte les glaciers qui ont disparu il y a 100 000 ou 15 000 ans. Donc par exemple, la photo principale, c'est le glacier qu'il y avait dans la vallée de l'Isère au-dessus de Grenoble. Effectivement, c'est un D'accord. truc énorme, hein, c'était je sais pas, il y a 100 000 ans sans doute. Et puis il y a des tas
de comptes rendus très intéressants, des photos sur le recul, la disparition des glaciers dans les Alpes. Et alors, c'est toujours marrant quand tu tombes dans ce genre de livre qui t'explique, parce que c'est ce que tout le monde te dit quand tu rentres. Enfin, c'est ce que toi tu viens de me demander. Tu étais au Mont Blanc, ah bon, et est-ce que ça a changé, est-ce que les glaciers ont reculé? Tout le monde demande ça. Quand je suis rentré du Mont Blanc, il y a une dame qui m'a dit, alors il y a encore de la neige au sommet du Mont Blanc. Enfin, c'est à 4800 mètres. La calotte du Mont Blanc, elle fait 200 mètres d'épaisseur, c'est que le rocher qui est sous le Mont Blanc, il est 200 mètres plus bas. Et le Mont Blanc n'a pas changé d'altitude en 200 ans. Hein. Depuis qu'on le mesure, il est à 4807 ou 4810 mètres. Ça dépend un peu de la façon dont on mesure ou des années. Ouais, mais il aurait pu réduire de 50 mètres facilement. Il n'a pas changé à ces altitudes. Les différences de température sont négligeables. Enfin, il fait toujours froid. Ouais. Ça gèle toujours. Et donc une dame m'a demandé, est-ce qu'il y a encore de la neige au sommet du Mont Blanc? Oui, il y en a, et je pense qu'il y en a encore longtemps. Cela dit, donc je reviens sur cet atlas des glaciers disparus. Une petite photo explique, mais oui, mais il y a 5000 ans, et alors il montre des dessins qui simulent des lieux. Alors là, c'était en l'occurrence un sommet avec un glacier en Suisse avec un nom allemand, j'ai oublié le nom. Alors voilà la photo aujourd'hui, et puis à côté, il y avait un dessin d'artiste montrant l'état de ce glacier, enfin de cette montagne, il y a 5000 ans. Eh ben, il n'y avait pas un glacier. C'était une toundra. Avec une forêt. Enfin, les scientifiques avaient dû établir qu'il n'y avait pas d'arbres, pas de glaciers à cette époque-là. Et plus fort encore, un peu plus loin dans le livre, on voit une photo sur une moraine de la mer de glace. Alors les moraines, ce sont les amas de cailloux transportés par le glacier sur les côtés ou devant, parce que les glaciers charrient des quantités considérables de rochers qui tombent des montagnes autour. Ils les transportent avec eux. Et puis en reculant, ils dégagent ces moraines. Et alors aujourd'hui, oui, les moraines de la mer de glace sont très importantes. La mer de glace, par rapport à il y a 20 ans, elle a perdu 200 mètres. Enfin, c'est en épaisseur par rapport à la dernière fois où j'y étais. C'est très, parce qu'il y a des plaques quand on monte de la mer de glace vers l'arrivée du petit train du Montanvert, le train qui monte, qui permet d'avoir une vue très célèbre sur la mer de glace. Il y a un escalier, maintenant c'est des escaliers en métal. Et puis sur les rochers, il y a marqué niveau de la mer de glace en 1980, en 90, 2000, etc. Effectivement, ça a beaucoup baissé. Et alors aujourd'hui, dans les moraines de la mer de glace, donc ça c'est une photo dans l'atlas des glaciers disparus, tu vois un gars en train de découper un érable subfossile dans la mer de glace, dans la moraine de la mer de glace. Alors, un érable subfossile, c'est-à-dire que c'est un érable très ancien, qui n'est pas encore pétrifié, mais du bois très ancien qui a été conservé. Un érable d'un diamètre, genre 1 mètre de diamètre. Tu vois, c'est vraiment un gros érable. Un érable, c'est pas un arbre qui est très grand, c'est pas un chêne. C'est un énorme érable. Or, les érables, aujourd'hui, ça ne pousse toujours pas à l'altitude de la mer de glace. Tu as des mélèzes. C'est vraiment les arbres. Les mélèzes, c'est les arbres, ces épineux, qui sont des arbres qui, comment est-ce qu'on dit, colonisateurs, enfin, les premiers arbres qui poussent, je crois, en altitude. Tu es loin d'avoir des érables qui sont capables de pousser. Donc ça veut dire qu'il y a 5000 ans, tu avais des forêts d'érables qui poussaient à 2500 mètres, puisque c'est l'altitude de cette moraine de la mer de glace, dans le massif du Mont Blanc. Ce qui signifie que 2000 mètres plus haut, il y avait probablement tout juste peut-être une petite calotte glaciaire au sommet du Mont Blanc, un peu de neige peut-être, mais guère plus. Oui. Tout le reste du massif du Mont Blanc, c'était de la toundra. C'est-à-dire des étendues d'herbe d'altitude avec des prés. Et la toponymie, c'est-à-dire la science des noms de lieux, est là dans plein de lieux des Alpes pour nous rappeler que ces endroits n'ont pas toujours été des cols inaccessibles. Par exemple, dans le massif des Écrins, il y a un col qui s'appelle le col du Clos des Cavales, et qui est à 3200, je crois, quelque chose comme ça. Un truc infranchissable par des troupeaux aujourd'hui. Hein. Si tu vas, tu as des chutes de pierres terribles, tu as des couloirs un couloir de neige en hiver et autour en saison, un couloir de pierre terrible où ça caillasse tout le temps. Mais col du Clos des Cavales, qu'est-ce que ça veut dire le Clos des Cavales? Les cavales, ce sont les chevaux. Et le clos, c'est l'enclos, c'est-à-dire le pâturage, le lieu où on venait faire paître des chevaux. Probablement au XIIIe siècle, parce que la dernière période très chaude, après du temps des Romains, à 0 avant Jésus-Christ, il fait très, très chaud,
Et au XIIIe siècle, il fait très chaud aussi. Autant ou plus qu'aujourd'hui. Et donc c'était des lieux, et on sait également par des chroniques qu'il y a des tas de cols dans les Alpes très élevés qui étaient des lieux où passaient les troupeaux. Et aujourd'hui, c'est inenvisageable de faire passer des troupeaux par là. Ouais. Donc, Et quand le on me développement demande le développement même d'endroits comme Zermatt aurait pas du tout été possible en fait si c'était pas possible de passer aujourd'hui le le col du glacier Théodule, Théodule. Ouais. ouais, le col du Théodule entre l'Italie et la Suisse, là au-dessus de Zermatt, bien sûr, c'était des lieux, des routes assez fréquentées, c'était des chemins assez fréquentés qui aujourd'hui sont sur des glaciers. Peut-être que les gens passaient sur les glaciers à l'époque, mais à mon avis, pas beaucoup, quoi. Et donc, en fait, et également, on a des preuves qu'il y avait des toundras ou des steppes comme ça d'altitude, enfin des prés, si tu veux, Oui. aujourd'hui, parce que les glaciers, alors ça c'est toujours dans cet atlas, il raconte que les glaciers retirant, les moraines dégagent non seulement des souches d'arbres tout à fait étonnants, comme cet érable, mais également de la tourbe. Donc on retrouve mêlés aux cailloux des moraines, des blocs de tourbe, donc cette espèce de terre, c'est pas fossilisée, mais enfin, des accumulations d'herbes, de végétation qu'on peut ensuite, on fait sécher, puis on fait brûler, on fait du whisky, on parfume le whisky avec la tourbe, Oui. on chauffe et ça donne ce On parfum sèche, à l'eau du whisky. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il y avait des climats récents. Reste 5000 ans, c'est tout récent, hein, c'est même pas géologique, hein, c'est historique. Hein. 5000 ans, c'est les pyramides d'Égypte. Hein. C'est les pyramides, c'est Gizeh à 5000 ans. Où il y avait où il y avait quasiment pas de glaciers dans les Alpes. Probablement pas, presque pas. Donc, bon, qu'est-ce que ça permet de dire ça permet de dire que le climat, récemment, a beaucoup changé. C'était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les changements du climat sont peut-être beaucoup plus rapides qu'avant? Bon, ça, on n'a pas beaucoup de recul pour le dire encore. Hein. Enfin, on étudie ça depuis 50 ans. 50 ans, c'est rien du tout. Donc, ça m'amuse quand je suis dans les Alpes. Enfin, je pleurniche jamais sur le recul des glaciers parce que je sais que... Je me souviens, dans les années 90, il y a eu des moments où il y avait un glacier... on allait beaucoup dans les écrins. Il y a un glacier qui s'appelle le glacier blanc, au-dessus, qui est très, très touristique. Et ce glacier avait avancé dans les années 90. Je me souviens, sa langue avait progressé pendant 2-3 ans, un truc comme ça. Et donc, les variations glaciaires, c'est très... très et puis, tu te souviens toujours de notre voyage au Pakistan. Ouais. On avait un moment, au bout d'une dizaine de jours, on descendait une vallée déserte, bien sûr, et puis on devait obliquer ensuite dans cette vallée principale, Ouais. et vers le col que tu as mentionné, là, le col de Shilinji, qui était à 5200 mètres. Et avant de partir, j'avais regardé les cartes de Google Earth, et il y avait un glacier qui bordait cette vallée dans laquelle on marchait. Et puis, quand on est arrivé, à ma grande surprise, la vallée était bouchée par ce glacier. Ouais. C'est-à-dire que les photos de Google Maps étaient trop pensées, enfin, n'avaient pas pris en compte l'avancée glaciaire de ce glacier. Un glacier, il n'était pas très grand, hein, c'était un glacier sans doute de la taille... même pas de la mer de glace, je crois, tu vois, un peu plus petit que la mer de glace. Donc pour le Pakistan, pour le Karakoram, c'est pas grave, c'est rien du tout, c'est tout petit. Et ben, il avait avancé et il bloquait la vallée et il bloquait la rivière. Alors il n'y a pas de lac, la rivière passait sous le glacier, pour la rivière principale, pour le traverser. Et puis je suis allé sur Google Earth récemment et j'ai regardé les photos de cet endroit. Et donc maintenant sur Google Earth, tu peux remonter sur les différentes prises de vue dans l'histoire, enfin dans le temps. Bon, c'est pas très ancien, hein, je crois que ça commence en 2008 ou un truc comme ça. Et effectivement, tu vois ce glacier-là qui avance. Là, je suis dessus et effectivement, j'ai l'impression qu'il a encore progressé. Ouais. Ah oui, il a encore progressé. Avant, il y avait la vallée et puis il bloquait la vallée. Et puis maintenant, il a amorcé. Il suit la vallée, il a fait un coude. Ouais, et donc il a encore grandi par rapport au moment où on y est allé, il y a 15 ans, je crois. Oui, c'est ça. 15 ans. Ouais.
Et Donc c'est donc, il est. La rivière Karamba et je Ouais, pense qu'il s'appelle le Chilinji, ce glacier-là. glacier de Shinji. Bon. Ouais, Eh bien, il y a des c'est assez glaciers étonnant, qui hein. avancent de nos jours. En fait, Euh, surtout peut-être que finalement, ce qu'on se dit quand on écoute ça, enfin, quand on constate ça, donc premier élément, le haut du Mont Blanc n'a pas vraiment fondu. il Deuxième n'a pas du tout élément, changé d'altitude. le bas de la mer de glace a énormément changé. Ouais. Troisième élément, certains glaciers comme celui-ci au Pakistan, mais bon, c'est parce qu'on y était qu'on le sait, il y en a peut-être d'autres, euh, évoluent pas vraiment dans le même sens. Peut-être qu'en réalité, les mouvements des glaciers s'expliquent en fait différemment. Enfin, il y a des mécanismes qui sont pas forcément liés à la température, sur la manière dont Non, cette histoire bien sûr. du C'est les glacier blanc. précipitations. Oui, mais C'est aussi l'accumulation sur. de neige. Ouais, ouais. Tu as des Mais années c'est. qui accumulent Oui, la neige et puis ça augmente le volume du glacier, donc ça le fait avancer. oui. Mais C'est ça, peut-être hein. aussi qui se déplacent, je vais pas dire spontanément, mais il y a des choses qu'on peut pas vraiment lier au climat macro, mais qui sont en fait plus liées à cet endroit-là, à la manière Les et donc précipitations, par exemple. ouais. Bien sûr. Donc c'est peut-être aussi peut-être que les glaciers en fait sont pas un si bon indicateur. On le prend parce que c'est assez Prévisible. symbolique. Ici en Suisse, il y a une initiative qui s'appelle l'Initiative des glaciers. Alors il y a plein de gens en ville qui ont un drapeau qui ressemble au drapeau LGBT sur leur fenêtre, qui est protégeons les glaciers en fait, comme si. Comme si on pouvait faire quelque chose. Alors si ce qu'ils proposent, c'est de mettre Des couvertures des couvertures dessus, des blanches. draps. Ouais. Voilà. Alors il y a ça. Mais c'est vrai que déjà je trouve que c'est difficile de protéger une espèce d'animaux, mais bon c'est encore possible. Mais alors protéger un glacier, c'est quand même compliqué, hein. C'est très arrogant. Oui, et puis oui, c'est arrogant, et puis c'est vraiment animiste. Qu'est-ce qui est finalement pourquoi le glacier serait bon en soi? Enfin bon, le fait que oui, quand on était petit, il y avait un glacier, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément le conserver? Donc c'est en fait une attitude très conservatrice au sens. Et puis non, ouais, c'est pas, ouais, c'est ça, c'est arrogant. On ne sait pas pourquoi est-ce que il faudrait que les choses restent ainsi. C'est paradoxal Emmanuel comme attitude. Leroy-Ladurie, dans son histoire du climat, raconte les avancées, les reculs des glaciers de la vallée de Chamonix. Bon, c'est très bien Mhm. documenté, et puis ils sont très visibles, et puis la vallée de Chamonix est très élevée, est à plus de 1000 mètres, et donc les gens sont au pied des glaciers et les voient. Et alors, il raconte les catastrophes que provoquaient les poussées glaciaires. Quand un glacier, quand le glacier, la mer de glace, ou le glacier d'Argentière, ou le glacier des Bossons, soudain se mettait à pousser, mais il dévastait tout dans la vallée. Et Oui. les gens menaient les habitants, les hommes qui vivaient à proximité des glaciers étaient terrorisés par Oui, c'est ça. C'est parce qu'en ces fait, on met masses. souvent, ouais, exactement, on met Ça n'a souvent rien en de avant bon, le hein. fait Enfin, pas que quand. à cause du réchauffement climatique, il y a plus de, je sais pas, de coulées de boue ou de rochers qui tombent ou des choses comme ça. Oui. Et donc on part du principe qu'avant c'était rose et en réalité, oui, évidemment, c'était très dangereux et dans l'ensemble, C'était c'est vrai que hostile, hein. Il y le avait des terrain est plus avalanches. stable quand il y a des arbres de façon générale. Les arbres, ils permettent aussi comme un peu de contenir aussi les avalanches si jamais il y en a. Et donc, ouais, c'est pas du tout évident. Mais ce que je voulais dire plus profondément, c'est que généralement c'est une attitude enfin, c'est un point de vue de gens de gauche de vouloir défendre les glaciers. Et en fait, comme c'est des gens qui sont par ailleurs progressistes, c'est curieux qu'ils s'attachent à conserver les glaciers comme si c'était, alors ils s'opposent au fait de conserver les traditions. C'est plutôt ce paradoxe-là que je trouve Ah oui, oui, intéressant. oui, bien sûr. Pourquoi l'un et pas l'autre? Et ah non, c'est marquant. C'est intéressant. J'ignorais ça sur cette histoire sur l'épaisseur de glace en haut du Mont Blanc, enfin de neige éternelle. C'est dingue.
Oui, et il y a un sujet dont je t'avais envoyé une vidéo, je suivais un peu les élections, enfin les primaires aux États-Unis. Et alors j'ai découvert récemment un nouveau candidat chez les Républicains qui s'appelle Vivek Ramaswamy. Et alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de t'intéresser à lui. J'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo. Ok. Mais Alors c'est c'est un gars vraiment très étonnant. Donc, il vient du milieu de la banque d'investissement, je crois, enfin, de la finance, un peu comme Macron. Il a 38 ans il est très jeune. et il vient de créer une société qui aujourd'hui est valorisée à plusieurs centaines de millions ou même peut-être plus. Donc, il est soit il est multimillionnaire, soit il est même milliardaire. Et il est marié à une indienne comme lui. Donc, et ils sont tous les deux hindous. Donc il est pas ce que j'appellerais assimilé aux États-Unis. Mais c'est un bébé Trump. C'est-à-dire que en fait, il reprend toute la ligne de Trump, sauf qu'il est beaucoup plus sympathique. Enfin, il est moins clivant comme personnage. Et puis il est vraiment assez convaincant en fait. Il a vraiment un charisme que Trump a peut-être pas vraiment. Et donc, en fait, son argument, c'est bah, moi, je peux mieux unifier les États-Unis que lui. Et dans cette dernière société, ce qu'il a fait, c'est de créer, si je ne me trompe pas, un fonds d'investissement qui est anti-ESG, donc Environmental and Social Governance. Donc, cette nouvelle idée qui a été introduite notamment par un peu le gouvernement mondial actuel, de forcer les entreprises, enfin de donner aux entreprises une note en fonction de ce qu'elles font pour l'environnement, pour les progrès sociaux dans leur entreprise. Et qui permet comme ça à des sociétés... alors il y a un des exemples qui est souvent repris, c'est le fait que Tesla, qui fait des voitures électriques qui sont donc supposément... qui vont aider en tout cas à faire baisser la pollution atmosphérique dans les villes, ait une moins bonne note sur cette échelle ESG que par exemple Shell ou d'autres sociétés pétrolières. Donc c'est un peu ça le point où ces gens qui sont anti-ESG disent non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Et ça passe évidemment beaucoup par le fait d'inclusion et toutes ces questions-là. Et lui, il est carrément anti ça. Il déclare aussi que les Chinois en fait font la guerre aux États-Unis, notamment parce que c'est eux qui fournissent aux Mexicains les, les équipements nécessaires pour synthétiser une nouvelle drogue qui fait des ravages en Californie. Le fentanyl. Euh, Pardon, le Fentanyl. fentanyl, voilà, c'est ça exactement. Et alors, quel est son dernier cheval de bataille? Ah oui, et que donc par conséquent, vu que les Américains sont en train de devenir fous, eh bien, il faut massivement rouvrir des hôpitaux psychiatriques. Ce qui est quand même, je trouve, assez audacieux. Et il sort plein de trucs comme ça. Et vraiment, il est fascinant. Alors, je ne sais pas du tout quelles sont ses chances, évidemment, d'avancer. Donc, si je comprends bien, dans la primaire, il y a Trump, il y a DeSantis, qui est donc gouverneur de Floride, c'est ça? Et puis Il y a ce Mike Pence, Vivek. l'ancien vice-président de Trump. Oui, mais là, je parle par Ah ordre oui, de d'importance. Oui. ceux qui sont en haut. Vivek Ouais. est vraiment monté très vite. Ouais. Et puis, effectivement, Mike Pence, il y en a d'autres. Et puis, de l'autre côté, alors ça, c'est un truc que j'avais pas compris. J'avais pas du tout saisi que Robert Kennedy Jr. en fait faisait bataille pour du côté du camp démocrate, parce que c'est vrai que comme c'est lui le grand anti coronavirus, enfin anti vaccin, etc. C'était pas du tout évident pour moi que sa position puisse être démocrate en fait. Et je trouve ça très intéressant
comme développement parce que ça peut vraiment prendre, je pense, les démocrates à contre-pied, en fait. Et puis peut-être même, enfin, on va voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui anticipent que Joe Biden ne sera pas représenté, enfin, on va lui demander qu'il va se passer quelque chose, qu'il va faire, qu'il va pas pouvoir, à cause de sa santé, se représenter. Et ça a l'air bon, je trouve ça assez fascinant ce qui est en train de se passer. Et de voir qu'est-ce qui va en sortir, hein. Ouais, j'ai écouté l'interview de Robert Kennedy Jr. par Joe Tuck- Rogan? Tucker Carlson. Ah, Tucker Carlson, ouais. Bon, c'est dommage parce qu'il a la voix qui est abîmée. Je crois qu'il a eu un problème de corde vocale, donc il est un peu difficile à Oui. écouter. Et Je pense c'est que assez ça pénible le de dessert l'écouter. beaucoup. Ouais. Mais il dit il a un discours, c'est intéressant à écouter. Alors, il est virulemment contre la guerre en Ukraine, comme beaucoup d'Américains, hein, chez les Oui. Républicains en particulier, mais visiblement chez les démocrates aussi. Il raconte un peu des conneries sur le déclenchement de la guerre en Ukraine, hein, sur la responsabilité que porteraient les États-Unis ou l'OTAN. Mhm. Mais là où il est surtout très intéressant, c'est sur la crise migratoire à la frontière mexicaine. Ah, Il qu'est-ce est qu'il allé dit sur sur ça? place, et ce qu'il raconte, le témoignage qu'il fait cette crise, hein, c'est genre 1 million de migrants chaque année qui entrent et qui viennent d'Afrique, enfin qui passent par l'Amérique centrale via des passeurs, par des Ah oui. cartels pour rentrer aux États-Unis, hein, qui viennent d'Afrique, d'Asie. C'est pas des Guatémaltèques qui fuient la misère, hein, c'est le monde entier qui passe par la frontière mexicaine. Et il tient un discours populiste, pas populiste, c'est-à-dire, c'est pas négatif dans ma bouche, hein, c'est le contraire des cosmopolites, qui pourrait qui pourrait réconcilier les classes populaires américaine avec les démocrates, puisque Oui, les exactement. démocrates ont perdu, comme les socialistes en France, par exemple, ils ont perdu les classes populaires. Eh bien, les démocrates aussi ont choisi les immigrés, les causes progressistes, et donc en fait finalement ce sont les riches urbains qui votent démocrates aujourd'hui, comme ce sont les riches urbains en France qui votent NUPES ou Et Macron. les étrangers, non? Et les étrangers, dans la mesure où ils votent. Aux Ils votent comme États-Unis, les étrangers. c'est quand même assez net, hein, que les étrangers aussi votent démocrate, non? Enfin, les étrangers, c'est-à-dire Enfin, ils votent pas les les étrangers. Sud-Américains, Ah, les non? latinos, oui, Ouais. ceux qui ont été. Oui, et Robert Kennedy Jr., je sais moins, je vais écouter l'interview de Tucker Carlson, enfin, l'interview par Tucker Carlson de Vivek Ramaswamy, là, pour voir un Ah, peu il ce en qu'il a a à fait dire. un aussi? Ah ouais, ouais, tu vois ça sur Twitter. D'accord. Je vais Et, regarder. et, euh, mais bon, ils sont intéressants à écouter parce qu'ils renouvellent un peu l'offre politique, Oui. mais j'ai aucune illusion sur le fait que, Trump est l'investiture côté républicain, parce que Ramaswamy, il est à 10% d'intention de vote, ou 12. Mhm. Euh, Oui. Trump, il est aujourd'hui dans les sondages de la primaire à plus de à 57%. Oui, je pense que ce qui moi, je trouve est intéressant avec Ramaswamy, c'est qu'il il décomplexe un peu. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui se disaient, ah, mais Trump, il peut le faire parce que c'est Trump. Le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui tienne comme ça ce même genre de discours, parce que j'ai pas vraiment l'impression que DeSantis, ce soit à ce niveau-là, en fait. Je sais que Mais il a aussi, fait. en fait, ils sont à peu près tous Si, ils d'accord. sont. Ah oui, Ils sont tous Trumpistes dans leur programme, hein. Ok. Euh, DeSantis a interdit les investissements ESG en Floride. Oui, c'est vrai qu'il a. Effectivement, il a interdit ça et puis il a posé des problèmes C'est à vraiment des. Disney, notamment. Il leur a sucré leurs avantages fiscaux de Ouais, zone, c'est je sais plus vraiment quoi, l'offre. zone Je pense franche. que à part Pence qui est vraiment, enfin qui a choisi le style de républicain d'avant Trump,
les autres, les trois en Gauche, tête, ouais. Trump, DeSantis et Ramaswamy, ils sont tous, ils sont à peu près sur la même ligne. Et c'est juste une question de personnalité ensuite. Mhm. Trump, déjà, il a l'aura d'avoir été président avant. Il est beaucoup plus connu que les deux autres. Ouais. Euh, j'ai- j'étais à, j'étais à New York au mois de mars cette année. Et puis je vais dans la boutique de souvenirs NY, là, enfin NY, là où tu t'achètes le t-shirt I Love NY New York, Ouais. et puis des tas des mugs, des choses comme ça. Et il y avait tout un rayon consacré à Trump. Il y en avait un Ah bon? consacré, il y en avait un avec Biden, enfin des cartes postales, le truc de Biden et Kamala Harris, donc qui sont le président et le vice-président en place. Et puis sinon, c'était Trump. Il n'y avait rien sur Obama. Ah bon? Donc C'est j'achète dingue. un mug de Trump, Make America Great Again. Ouais. Et puis au comptoir, il y a une des deux vendeuses qui prend mon truc et puis qui dit à sa copine, mais pourquoi est-ce que tous les gens achètent des souvenirs de Trump? Alors l'autre dit, bah, parce qu'ils l'aiment bien. Sachant qu'à New York, Oui. New York c'est une ville là complètement à 85% démocrate, les républicains font 15%. Donc c'est pas le lieu, en tout cas c'est pas les New-Yorkais évidemment qui achètent des souvenirs comme ça, mais c'est les étrangers ou les touristes américains de passage qui achètent des souvenirs sur Trump. Donc Ah, c'est marrant ça, parce que Trump moi, c'est une quand figure. j'étais une des dernières fois que j'étais à New York, Trump était président, et je me souviens, alors j'étais pas allé dans des boutiques de souvenirs, mais peut-être par défaut, en fait, j'avais cru que le seul endroit où tu pouvais trouver des souvenirs de lui, c'était dans la Trump Tower. Il y a une petite boutique là-bas. Mais Ah, effectivement, j'ai pas exploré le reste pour voir un peu quelle était la position. Ouais, c'est drôle ça. non, non, pas du tout. Non, mais pour revenir, rester en politique et rester sur le continent américain, pour moi, le véritable événement récent en politique, c'est la primaire argentine. Ah, Est-ce que alors tu as entendu parler de raconte-moi. Javier Milei? Non, Alors, Javier enfin, Milei, très peu. c'est très probablement le futur président argentin. Ok. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était la semaine dernière. Euh, Il y a des élections, ce qu'on appelle les élections générales. C'était les élections du président de la République, de gouverneur, je crois, de la Chambre des députés, enfin en tout Oui. cas du Parlement. Tout a lieu en même temps, le même jour en Argentine. Mais quelques mois avant, il y a une primaire obligatoire pour sélectionner les partis qui vont avoir le droit de se présenter. Donc, tous ceux qui feront plus de 1,5% à cette primaire où les électeurs sont obligés d'aller voter. Je crois que le Ok. droit de vote, le vote est obligatoire comme en Belgique. Je crois qu'il est obligatoire. En tout cas, à la primaire, ils sont obligés d'y aller. Donc Ok. c'est même pas un sondage, c'est un recensement national des Ah opinions oui. politiques. Et c'est à un tour? C'est un tour. Et donc il y a des Ah oui. coalitions. Il y a des D'accord. coalitions qui se forment et puis les partis présentent leurs candidats ou les coalitions présentent leurs candidats. Et à la surprise C'est une générale, répétition générale en fait. c'est une répétition générale. D'accord. Et à la surprise générale, celui qui est arrivé en tête, c'était qu'il y avait un peu plus de 30% des voix, le deuxième étant à 22, c'est Javier Milei du Parti de la Liberté. Javier Milei, c'est un économiste euh, absolument truculent, très violent dans le langage, mais c'est peut-être la culture politique argentine, euh, qui est libertarien. C'est-à-dire il n'est pas libéral, il est libertarien. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus radical dans ses positions anti-étatiques pour la liberté des individus. Et alors, son programme est, il ferait rougir de honte le pire des libéraux français, hein, le plus acharné des libéraux français. Il veut supprimer la Banque centrale Oui. d'Argentine. Mais il a raison, parce que la Banque centrale argentine, depuis des décennies et des décennies, ne fait que des catastrophes. Le taux de l'inflation en ce moment est à 120% en Argentine. Et c'est comme ça depuis des décennies que la monnaie argentine est détruite par les élites argentines. L'inflation, c'est un impôt sur les pauvres, un impôt caché sur les pauvres, qui bénéficie à ceux qui peuvent emprunter. Puisque ensuite, leur emprunt est remboursé avec une monnaie qui vaut moins, donc
le montant de l'emprunt est réduit par l'inflation. Mhm. Et Milei veut supprimer une cohorte de ministères, ministère de l'Éducation, ministère du Développement, de l'Industrie, je crois qu'il garde la justice, l'armée, Fonction régalienne. les fonctions régaliennes, quoi, c'est Ouais. tout. Et il est extrêmement agressif, très agressif dans ses interviews. Il emploie un langage ordurier pour parler de ses adversaires, ses gauchistes. Qui veut Est-ce que tous les adversaires sont à gauche ou il y a un autre candidat Alors non. Donc en fait, les 3 candidats de tête, entre Oui. lesquels ça va se jouer, c'est Milei, ensuite il y a le parti de gauche, je ne sais pas quel nom il a, et ensuite il y a le centre-droit, Mhm. qui est à 17%, je crois. Mhm. Donc l'élection qui va avoir lieu en octobre, dans un mois et demi, 2 mois, alors si c'est une répétition, elle est à 2 tours. Hein, c'est au premier tour, il y a personne qui a 50%, et un deuxième tour avec les 2 premiers, pour la présidence. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Milei va peut-être qualifier pour le deuxième tour, et puis le deuxième, probablement de gauche, et puis ensuite tu vas avoir un deuxième tour, Milei contre la gauche, Ouais. et on verra bien avec qui les partis centristes... Ah, donc il y a quand même 2 droits- tours dans cette Oui, il y a 2 tours, présidentielle. oui, Ok. il y a 2 tours aux élections générales, en tout cas pour D'accord. le président. Et là, on verra. Et là, est-ce que la gauche va faire alliance avec le centre-droit et récupérer les voix? On n'en sait rien, parce que là, c'est un tel coup de tonnerre dans le paysage politique argentin et sud-américain Oui. que tout est possible, en fait. Hein, que les électeurs peuvent se refuser de suivre les partis centristes. Et en tout cas, les centres-droits peuvent se rabattre sur le libertarien. Alors le problème, vu de France, les gens français disent oui, il est d'extrême droite. Mais c'est compliqué de dire qu'il est d'extrême droite quand il est opposé à l'avortement. C'est à peu près tout ce qu'il fait passer de droite. Tout le reste, donc il a évidemment un programme très libéral en économie. Est-ce que ça le classe à droite? Pas à mon sens. Hein. Non. La droite, souvent, elle est corporatiste. Hein, donc, elle défend les entreprises et pas le marché. Et puis, alors, il n'est certainement pas à gauche non plus. Mais il est pour le commerce d'organes, par exemple. Tu as le droit de vendre. Ah oui. Mais il y a des tas de pays où ça existe. Hein. Je crois qu'aux États-Unis, tu peux vendre ton sang. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Tu peux vendre le sang, c'est un organe. Enfin, c'est considéré comme un organe. Ouais. Qu'est-ce qu'il a encore comme position Alors bon, donc il veut supprimer la banque centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement, enfin, il n'y a plus de monnaie nationale. Et il veut y substituer, il veut remplacer le peso argentin, le peso, je crois, oui, par le dollar américain. Donc, comme a fait l'Équateur. Parce que justement, je me posais la question de savoir quand est-ce que quelqu'un allait oser rétablir les talons or. Alors, oui, ça, je pense il faudrait avoir une sacrée réserve d'or pour le faire. Ouais. Mais bon, en réalité, peu importe la quantité de la réserve d'or ça va arriver, hein, je pense. Hein. Il y a une interview de Peter Schiff, très intéressant, un investisseur très américain, très centré sur l'or, par Jordan Peterson, Ok. qui est très intéressante sur cette question de l'or. Je crois que je l'avais écouté. Oui. Ouais. Mais en tout cas, Javier Milei, ça c'est une nouveauté politique incroyable. Hein. C'est vraiment, Oui, parce que j'ai parlé la semaine dernière à un Mexicain. Il se plaignait que toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ces dernières années, se soit considérablement tourné vers la gauche plutôt, justement. Qu'il y a vraiment un mouvement dans ce sens. Alors peut-être que là c'est en train de se retourner, mais que c'était quand même assez curieux comme c'est coordonné. Oui, c'est des alternances aussi, hein. Mais là c'est un libéralisme qui fait passer Ronald Reagan et Margaret Thatcher pour des socialistes, hein. Ouais. C'est vraiment. Mais est-ce que c'est pas finalement un peu comme le Chili? Alors, effectivement, il y a à côté. Alors, Milei se réfère.
j'ai pas entendu Melli parler du Chili. Il a parlé de l'Équateur. À un moment, j'ai entendu une émission où il compare le salaire après impôt en Équateur qui est de $480 et celui en Argentine qui est de $150. Il y a vraiment l'Équateur qui n'est pas considéré comme un pays prospère. En tout cas, je ne le savais pas. Et ça a peut-être beaucoup changé. Enfin, $450 par mois de salaire moyen, après impôt, c'est pas grand-chose non plus. Mais bon, l'Argentine, c'est bien pire. Et donc, la fatigue des électeurs argentins peut permettre de donner à un gars comme ça une chance. Hein. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on ne gouverne jamais seul. Hein. Il faut avoir l'élite, il faut avoir au moins une partie de l'élite avec soi pour faire des réformes pareilles. Parce que tu dois faire soudain. Ah oui, il a eu il a eu une remarque très intéressante. Tous les anciens fonctionnaires, il va les mettre en congé payé. C'est-à-dire tous les anciens ou tous les actuels? Un de nos oncles qui disait, Oui. Jean-François, il vaut mieux envoyer tous les fonctionnaires du ministère de l'économie, de l'éducation, du ministère de l'agriculture, enfin tous ces genres de ministères-là, il vaut mieux les envoyer en vacances indéfinies aux Antilles. Ils feront beaucoup moins de dégâts. Oui, Ok, oui, on les paye à rien faire, mais c'est probablement déjà largement le cas. Et au moins, ils ne nuiraient pas par leurs actes, par leur travail. Et Milei, il dit à peu près la même chose. Il dit, je supprime tous les ministères, mais les anciens fonctionnaires, je continuerai à les payer. Bon, à mon avis, avec des pesos, argentins qui ne vendront plus rien. Et ils sont... et comme ça, enfin, sous-entendu, ils nuiront plus. Oui. Non, mais c'est le... Ah non, mais c'est une vraie poilade hein, à regarder les vidéos de Milei, c'est vraiment très drôle. Okay. Qu'est-ce qu'il saura faire? Ça, j'en sais trop rien, j'ai pas trop d'illusions, et puis de toute façon, un homme politique n'applique jamais son programme complètement. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, effectivement, tu as raison, l'exemple du Chili, qui donc avait connu des réformes économiques profondément libérales, très intéressantes, en particulier sur la retraite et l'assurance maladie, complètement libre, faisant du Chili le pays le plus prospère d'Amérique latine, sous Pinochet. Donc dans les années... les vraies réformes, ça a lieu dans les années 80, là-bas. N'avait pas d'étain sur l'Argentine. Et puis là, l'Argentine prendrait, avec Milei, un virage nettement plus fort, nettement plus radical, disons, que même ce que le Chili avait connu dans les années 70-80. Non, il faut écouter Javier Milei et ses outrances verbales. Mais il y a quelque chose de très intéressant derrière. Parce qu'un gars comme ça arrive en tête... tu vois, c'est pas comme Marine Le Pen qui arrive en tête, hein, parce que lui, il a un programme... sacrément, Marine Le Pen, elle n'a rien d'original dans son programme. Oui, non, mais c'est tout à fait clair. Marine Le Pen, c'est un épouvantail qui est agité par la presse, mais derrière, c'est pas du tout clivant. Il y a pas oui, le programme n'a pas beaucoup d'énergie, de choses originales. On peut espérer une attitude peut-être un peu moins molle sur l'immigration ou vis-à-vis de l'Union européenne. Mais bon, voilà, il n'y a pas de réforme de fond qui permettrait à la France de s'en sortir dans le programme de Marine Le Pen. Bon, là, le mec, il fait 30% comme Marine Le Pen, mais avec une sacrée paire de cojones politiques entre les jambes, quoi. C'est différent. Ouais. Mais je suis curieux de voir quel est le second tour. Enfin, ça serait intéressant, hein, d'ailleurs, d'organiser des élections à un tour. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ferait 2 tours. C'est le cas en Angleterre ? Oui, c'est vrai que c'est le cas aussi aux États-Unis. Oui, aux États-Unis aussi. En fait, ça impose un bipartisme radical. Et enfin, en Angleterre, il n'y a pas tout à fait le bipartisme. Enfin bon, parce qu'il y a des lignes... Oui, c'est vrai que c'est pas... Ouais.
Mais je trouve ça à chaque fois un peu triste, en tout cas quand c'est ce système où une personne peut arriver comme ça en tête au premier tour et puis se faire doubler par un groupe d'autres ensuite. C'est quand même dommage. Eh ben, c'est plein de réjouissances, plein de bonnes rigolades en perspective Oui, ça, c'est avec tout sûr. ça. Génial. Bah merci. Je Je te t'en souhaite prie. une très bonne soirée. Ouais, salut, à bientôt. Salut.